Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunujin qui a proposé toujours Focus. Eh oui, Focus, et là on va aller voir un match. Ah, c'est plus fort que PSG Web, hein. Bon, tu me dirais, il y a le PSG dedans. C'est mieux que Barcelone, Atlético Madrid qui a lieu le lendemain. Mieux que City, Chelsea qui aura le lendemain. Mieux que Barcelone, Real Madrid. 3 Paris Saint-Germain. Ah, moi, je peux vous dire, ce genre de match, ça vous donne... Bon, non, mais enfin, en réalité, c'est pas pour ça que je fais ça, hein. Vous doutez bien que je vais pas regarder 3 PSG juste parce qu'il y a le PSG. Enfin, si. En fait, ce qu'on va regarder, c'est principalement le Paris Saint-Germain. Parce que je vous rappelle que le Paris Saint-Germain doit affronter le Real Madrid au match retour de Ligue des Champions. Je rappelle qu'ils sont menés, là, pour le match aller, 3-1. Et qu'il leur faut au moins 2 buts pour réussir à se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Je rappelle que Neymar est blessé. Et donc, eh bien, a été d'ailleurs opéré avec succès, pour information. Et donc, on va savoir si ce PSG-là... Alors, attention, quand je dis ce PSG-là, je ne dis pas le PSG qui était sur le terrain, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient absents. Mais est-ce que ce PSG peut, on va dire, faire des grandes choses? Est-ce que Unai Emery a trouvé des solutions? Est-ce que, clairement, quelle a été la prestation de ce Paris Saint-Germain? Bien évidemment, ça sera le thème de la prestation globale. On ira voir bien sûr ce qu'a fait 3 également. Et enfin, on fera les tops et les flops comme à chaque fois. C'est-à-dire, quels sont les 3 bons joueurs, on va dire, de ce match. Et quels sont les 3 mauvais joueurs de ce match. Voilà. Donc on va commencer rapidement avec le résumé de la rencontre, hein. Il va être assez rapide. Le Paris Saint-Germain a donc remporté son match 2-0, un but d'André Di Maria juste après le retour à la mi-temps. Et ensuite, eh bien, Nick Christopher Nkunku, qui n'a pas été mauvais d'ailleurs dans ce match, offrira le deuxième but. Alors il aurait dû avoir un troisième but de Dani Alves après un arrêt du gardien qui avait contre Timothée Weah, le fils d'ailleurs de Georges Weah. Eh bien, tout simplement, Timothée Weah verra Dani Alves se faire refuser son but alors qu'il était totalement autorisé. Mais voilà, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, donc bonne préparation. On rappelle que depuis la défaite contre le Real Madrid, victoire contre Strasbourg, double victoire contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France et en championnat. Et maintenant, voilà, contre 3, victoire contre 3, 2-0. Je rappellerai juste que le Real, en ce moment, enfin, allez, je vous à 20h45, va affronter le club de Leganés ou de Retafe, je ne sais plus. Et donc, eh bien, Retafe, donc on verra d'ailleurs eux qui n'ont pas réussi à gagner en milieu de semaine. Donc on va bien sûr analyser quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe. Bon, en tout cas, on va commencer comme à chaque fois avec la prestation globale de l'équipe qui recevait, c'est-à-dire les stacks. Alors je serais incapable de vous dire ce que veut dire stack, c'est juste que le T veut dire 3. 3, Ardennes, Champagne. Je sais plus. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, voilà, en fait, là où je vais être un peu sévère avec les Troyens, c'est qu'en fait, ils ont fait un bon début de match, les Troyens. Les Troyens ont fait un bon début de match, ils étaient entreprenants. J'ai trouvé d'ailleurs qu'ils avaient une bonne conservation du ballon. Et puis, quand le PSG a commencé à accélérer, les Troyens ont arrêté de jouer. Et je pense que c'est une erreur, parce que je pense que l'erreur que font beaucoup d'équipes contre le Paris Saint-Germain, c'est de se dire, quand ça va trop vite, il vaut mieux défendre. Et le problème, c'est que cette équipe-là du PSG a une qualité, c'est que quand tu es face à une équipe comme ça qui va leur laisser le ballon, faire un peu ce qu'ils veulent, ils se retrouvent maîtres de leurs éléments. Et c'est souvent à ce moment-là que le PSG gagne leur match. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, ils ont essayé de réagir, les Troyens, avec notamment une très belle frappe sur Carreola, détourne en corner. Mais s'ils sont capables de balancer ce genre de frappe, ça veut dire qu'ils en ont été capables. Et on parlait par exemple de l'attaquant Souk, le Zlatan coréen, qui très clairement, j'ai trouvé, voilà, a été mauvais, a été transparent dans cette rencontre. Donc là où je veux en venir, c'est que ce PSG-là est capable, s'il le veut, de mettre le feu à n'importe quelle équipe de Ligue 1. Mais ça n'est pas une excuse
pour que les équipes adverses, notamment 3, ce qu'a fait aujourd'hui, 3 disent, bah puisque c'est comme ça, on va se contenter d'attendre et de dire, on va pas aller plus loin. Le PSG, c'est le PSG. À partir du moment où ça reste un club, ça reste une équipe qui peut avoir un coup de moins bien, et on l'a vu notamment contre Lyon, contre Strasbourg, ou contre d'autres équipes, c'est une équipe qui peut être en difficulté. Ça, c'est le cas, ça a déjà arrivé. Et il faut pas que ce PSG-là croit que... faut pas que 3 pense que quand ça accélère, ça accélère. Alors oui, ils n'ont pas le même montant, ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas les mêmes joueurs, ils n'ont pas le même style. Mais quand tu regardes bien... Alors oui, c'est vrai que l'équipe qui était proposée par le Paris Saint-Germain était peut-être pas à la hauteur parce qu'il n'y avait pas la MCN, Neymar, Mbappé et Cavani. Il manquait Verratti, il manquait tout ça. Mais ça n'est pas une excuse. Je pense qu'il faut savoir aussi voilà, mettre la pédale d'accélérateur quand il le faut. Parce que sinon, bah, c'est souvent l'accélérateur, l'autre il met l'accélérateur, après tu as du mal à le suivre, tout simplement. Après, bien évidemment, je peux comprendre que quand ils ont vu que ça commençait à être compliqué, qu'ils se prenaient des occasions quasiment tout le temps, mais voilà, après, c'est pas ce match-là que 3 va récupérer des points. 3, ils sont dans une situation très complexe, mais s'ils avaient ramené un match nul, 3 auraient été là en train de dire, ah ouais, pas mal. Là, il faut un petit peu faire de pressing, il faut... De toute façon, ils ont rien à perdre, ils peuvent prendre 5-0, ça va changer quoi? Ils auront quand même 0 points et ça va pas leur changer grand-chose. À part peut-être une baisse de morale, mais bon, après... bon, de toute façon, le PSG a gagné, et donc, bien évidemment, on va parler du Paris Saint-Germain. Paris, 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 Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce PSG-là était bien évidemment très remanié. On a eu Draxler qui était en pointe, qui a joué d'ailleurs dans une pointe, dans un faux neuf, on va dire, hein, parce que il était plus dans un rôle de numéro 10 et il laissait plus Nkunku et Di Maria prendre les intervalles et les profondeurs. Lui, il était plus dans la construction du jeu, un peu comme le fait par exemple Messi quand il était dans l'axe. Messi était souvent le type, le joueur qui faisait, ou Zlatan notamment, Zlatan. Il avait le ballon, certes il marquait parce qu'il était en pointe et c'était un bon attaquant, mais il savait aussi faire jouer ses autres partenaires pour essayer d'y aller. Mais voilà, ça a changé et j'ai trouvé d'ailleurs que le PSG a eu du mal en début de match parce que je pense qu'ils devaient prendre des automatismes. Alors on sait tous que c'est de l'entraînement, mais quand tu es face à de l'entraînement, l'entraînement ça reste de l'entraînement. C'est la première fois qu'Unai Emery lançait ce, ouais, bon, ce trio-là, c'est-à-dire Nkunku, Di Maria et Draxler. Draxler qui est en pointe pour la première fois au Paris Saint-Germain. Ce qui veut dire concrètement que c'était quand même une sacrée surprise. J'ai ma cam qui clignote. Alors attends. Ma cam qui clignote, c'est nouveau. Attends, si je fais ça. Ah d'accord, parce qu'en fait j'ai un truc derrière qui fait que... Ah bah c'est bon, ça a arrêté de clignoter. Bon voilà, c'est bon. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah écoutez. Ça arrive, à ces aléas de la vie, hein, vous savez, des fois on clignote, des fois on clignote pas. Bon. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Paris Saint-Germain? Eh ben, je trouve qu'ils ont bien joué. Je trouve qu'ils ont joué excessivement collectif. Ils n'ont pas été, on va dire, dans l'erreur de vouloir tenter des individualités. Et l'équipe a été beaucoup plus collective. Je l'ai trouvé plus collective, je l'ai trouvé plus... dans l'équipe... Voilà, il y avait une vraie équipe au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que là où avant, il y avait des individualités qui voulaient faire la différence... Là, dans ce match, on a eu un Di Maria très collectif, on a eu un Draxler qui était très collectif. Et là où peut-être, quand il y avait eu Neymar ou Mbappé, peut-être que là, ils ont voulu faire la décision tout seul. Là, on a eu un Mbappé, on n'a pas eu de Mbappé, on n'a pas eu de Neymar, on n'a pas eu de Verratti. Et c'était une équipe qui était beaucoup plus collective. Alors, certes, il manquait peut-être ce geste qui faisait que tu pouvais gagner le match. Alors, il y a eu quelques dribbles intéressants. Mais tu sens que il n'y avait pas autant de technique. Et c'est normal d'un côté, quand il te manque autant de joueurs créateurs, ça ne peut être que logique. Mais c'est aussi intéressant de voir ça. Parce que contre le Real, c'est pas juste une histoire d'individualité. C'est pas Mbappé qui va prendre le ballon, partir devant, courir comme un dératé et tenter de marquer. Ça, je vous le dis clairement, c'est ça le PSG va perdre. Le PSG va devoir jouer beaucoup plus collectif, va devoir être... dans un collectif beaucoup plus intéressant. Ils vont devoir mettre l'accélérateur quand il le faut.
Certes, Mbappé va mettre beaucoup d'accélération, de dribble et tout, il va jouer juste, mais ce qu'on attendra de lui, à Mbappé, c'est qu'il fasse mal à Marcelo, c'est qu'il fasse des centres, c'est qu'il essaye aussi de faire du mal, avec Dani Alves qui sera derrière, qui défende. Alors, je pense que Di Maria sera à gauche, ou alors, soit ils vont inverser les rôles avec Mbappé à gauche et Di Maria à droite, mais qu'on soit clair là-dessus. Pour moi, le PSG a joué très collectif. Moi, je trouvais une équipe de Paris très sérieuse aussi. Je trouvais, voilà, Paris n'a pas essayé de faire du chichi. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'équipe qui était un peu plus nouvelle? Ça peut s'expliquer. Mais j'ai trouvé une équipe parisienne beaucoup plus dans le. Comment dire? On va jouer juste. On va pas essayer de faire des fantaisies. On va pas essayer d'être. On va jouer juste. Et ça, j'ai trouvé que cette stratégie de faire jouer juste, eh ben, ça a payé face à 3. Parce que 3, au bout d'un moment, s'est retrouvé à courir un peu partout. Là où avant, il y avait forcément un joueur qui allait faire des différences tout seul. Là, ce joueur qui fait. Là, en voulant jouer collectif, ils ont plus s'épuiser. On a retrouvé d'ailleurs le Paris Saint-Germain de l'année dernière, même d'il y a 2 ans, où le PSG prenait le ballon et essayait, on va dire, de faire souffrir son adversaire. Alors, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je vous vois venir avec vos gros sabots. Ouais, bah tu vas dire encore que c'est parce que Neymar est pas là. Je pense pas que ce soit une histoire de Neymar. Je pense qu'en réalité, Neymar est comme Mbappé. C'est-à-dire qu'ils sont des créateurs, sont des joueurs qui aiment toucher le ballon et qui aiment aller de l'avant. Mais qu'on soit clair là-dessus, c'est une équipe. Mbappé, par exemple, c'est une équipe qui va jouer beaucoup. Quand ils sont pas là, forcément, l'équipe joue différemment. Elle est plus dans le collectif. Mais je pense qu'on peut faire les deux. Je pense contre le Real, moi je peux te dire, le Real va essayer de jouer avec Ronaldo, avec Bale, avec Benzema. Mais si tu regardes bien, ça va être beaucoup de collectif. Et le PSG va devoir aussi faire appel à son collectif. C'est pas Verratti qui va essayer de faire des dribbles, il va falloir faire des décalages, il va falloir que Di Maria sur le côté fasse des bons centres. Notamment, voilà, ça va être intéressant. Il va falloir que Mbappé, par son accélération, puisse créer un décalage. Cavani qui va devoir revenir. Thiago Silva, il y a eu Thiago Silva aussi, il y a Kurzawa, bon, on parlera aussi de Kurzawa après, et Dani Alves qui vont devoir bien bloquer leur couloir, mais qui vont devoir prendre leur couloir également. En fait, le PSG va devoir jouer très collectif, et je pense d'ailleurs que si j'étais à la... Ils vont sans doute mettre Mota derrière pour essayer de bloquer, même s'il n'a pas fait vraiment un gros match, il n'a pas fait vraiment... vraiment, il n'a pas fait un match plein, voilà, il a joué face à l'OM en Coupe de France. Mais bon, l'OM, c'est pas un gros match qu'il a fait. L'OM de Coupe de France, je l'ai trouvé moins intéressant que l'OM de championnat, que j'ai trouvé plus conquérant, plus rentre-dedans que ça. Bon, en tout cas, pour moi, ce PSG-là peut vraiment faire mal au Real. Mais s'ils appellent, voilà, pas que de l'individualité, il va falloir qu'ils mettent du collectif. Et je pense que, clairement, alors, est-ce que la blessure de Neymar est une bonne chose? Bien sûr que non. Mais je pense que changer le style de jeu et en trouvant une nouvelle fourchette de tir, en disant voilà, moi, Unai Emery, il arrive et il dit bon, vous avez la possibilité d'être individuel, vous avez la qualité technique pour. Maintenant, moi, je vous ai prouvé dans ce match, et je pense qu'il va dire ça à Marquinhos, à Verratti, à Mbappé, à Cavani, vous êtes capable aussi de jouer collectif. Et je pense que s'il arrive à lier les deux, Paris peut aller très loin en Ligue des Champions. Sans Neymar ou avec Neymar. Parce qu'il restera Mbappé, parce qu'il restera Verratti, parce qu'il restera Dani Alves, parce qu'il restera des joueurs capables concrètement de hausser le niveau. Là, contre 3, ils n'ont pas fait grand-chose, les Parisiens. On n'a pas vu un Paris de ouf. Hein. C'est pas un Paris qui a fait clac, clac, clac. Mais c'est-à-dire, Rabiot, souvenez-vous, lors du match contre le Real, à la fin du match, il a dit on est capable de mettre 8 buts contre Dijon. Là, ils ont été efficaces, ils ont été sérieux, ils ont été bosseurs. Et j'ai trouvé une équipe parisienne, voilà, ça fait plusieurs... Voilà, contre l'OM, en milieu de semaine, ils ont été sérieux. La semaine dernière, ils ont été sérieux. Je crois que le match contre le Real leur a fait comprendre que rien n'était acquis. Et que s'ils se bougeaient un peu le derche à un moment donné et qu'ils essayaient pas de marquer de... Alors après, la blessure de Neymar, je pense aussi, ça les a un peu remis sur le plan de la terre parce que votre meilleur joueur de l'équipe se fait mal, ça veut dire 3 mois sans l'avoir, ça veut dire que c'est un coup dur, il faut changer de système. Et je pense que les joueurs aussi se sont... Ça, c'est... Il y a des petites choses, voilà, qu'on peut dire coup dur, mais je me dis que ça peut être aussi des éléments positifs pour essayer de faire gagner.
On voit que le Real, notamment, ne va jouer sans Modric et Kroos. On ne sait pas s'ils seront là. Ça va être une autre paire de manches aussi, hein, et Marcelo va revenir. Donc il est revenu, je crois. Il joue, je crois, il joue là ou il joue plus. Il jouera le match contre le PSG. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le PSG aujourd'hui peut faire mal au Real Madrid s'ils arrivent à lier cet aspect collectif et cet aspect individuel, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein. Voilà mon avis là-dessus. Bon, on va passer bien évidemment au top et au flop, hein. Vous avez l'habitude, donc les 3 meilleurs joueurs, les 3 mauvais joueurs. On va passer déjà au top. Les tops, déjà on va commencer avec le gardien, parce que moi je trouvais que le gardien était très bon, honnêtement, le gardien troyen, Szczęsny. Très clairement, il a tout arrêté, hein. Heureusement, il en a eu 2 qui a lâché, mais il a eu 2, franchement, il a eu pas de bourde, il a essayé de beaux arrêts. Franchement, moi, il m'a étonné. Honnêtement, moi, j'ai bien aimé. En plus, l'équipe prenait l'eau, il arrivait à tenir quand même un petit peu. Bon, après, c'était impossible au bout d'un moment. Mais voilà, le gardien troyen, je l'ai mis dans le top 3. Ensuite, alors, j'ai hésité entre Nkunku et Lo Celso, parce que Lo Celso a fait de bonnes choses dans sa place qu'il aime avoir, c'est-à-dire le poste de milieu relayeur. Mais Nkunku, je l'ai bien aimé aussi, parce qu'il était dans un poste d'ailier gauche. C'était pas ton poste de prédilection. Et il a beaucoup tenté, il a essayé de faire beaucoup de possibilités, il a été collectif, il a été sérieux, il a essayé... Il a beaucoup défendu aussi, ça c'est bien, parce qu'il a beaucoup aidé Kurzawa, qui était un peu dans la panade en ce moment. Mais voilà, il marque son but, il a eu plusieurs occasions, notamment la petite bicyclette qu'il fait, ça c'est bien, voilà. Donc je mets une Nkunku, vraiment parce que voilà, moi il m'a plu, honnêtement, parce que c'est... Mais vraiment, Lo Celso, il le vaut quand même. Et bien évidemment, le numéro 1, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer pourquoi. Mais évidemment, ladies and gentlemen, j'espère qu'il jouera contre le Real Madrid. Angel Di Maria. Di Maria qui, depuis le début de l'année 2018, est littéralement en feu. Hein, il marque des buts, il a marqué contre le Real, contre l'OM. Il est vraiment impressionnant. Je l'avais dit lors du match contre le Real Madrid au match aller, c'était une connerie de ne pas le faire rentrer. Et moi, j'ai cru quand même que ça allait être un énorme coup dur pour lui. Et finalement, non. Il a travaillé, il a bossé, il a marqué un but là, il a marqué un doublé contre l'OM. Il est en train il a marqué contre Strasbourg, contre le match je crois que le match de dimanche dernier, il a pas marqué. Mais voilà, il a marqué, moi je le trouve étonnant, je le trouve impressionnant. Et c'est ce joueur-là qui va peut-être débloquer la situation. Souvenez-vous l'année dernière, lors du match aller contre le Barça, c'est lui qui te met le but, il te met des buts, c'est lui qui t'a littéralement qui t'avait remis l'équipe à l'endroit. Et lors du match retour, quand il rentre, il avait vraiment fait des bonnes choses, il nous avait vraiment impressionnés. Et c'est ce qu'on lui demande à Angel Di Maria, c'est de mettre le feu, et je pense que c'est ça qu'on attend de lui. Après, est-ce qu'il en sera capable, ça je ne sais pas. Mais alors, par contre, attention quand même. Moi, je pense qu'il faut le mettre sur le côté droit. Il ne faut pas espérer en faire un Neymar. C'est pas possible. Angel, il doit être un joueur qui doit être sur le côté droit. C'est son poste de prédilection, c'est là où il se sent le plus à l'aise. Mets-le à droite, mets Mbappé à gauche, ou alors change carrément ton système. Change carrément ton système, mais ne mets pas Angel Di Maria à gauche. Je pense que c'est une bêtise. Je ne suis pas convaincu par le fait de mettre Angel Di Maria à gauche. Alors je sais que tu vas me dire, oui, mais Mbappé joue à droite. Mets-le, voilà. Mets-le. Sa patte gauche, elle peut faire mal. Alors à part si tu fais des centres comme ça, mais il va devoir à chaque fois se remettre sur son bon pied. Mais moi, Di Maria, c'est sans doute dans cette position-là qui peut faire vraiment très mal. Après, ils peuvent essayer un coup de poker. Si jamais ils le tentent, ça serait vraiment, ils réussissent, ça serait un coup de génie, de le mettre en milieu de terrain. C'est-à-dire dans la pointe, vous savez, quand il y avait les 3 là, donc la sentinelle et les deux joueurs, vous avez peut-être, on pourrait mettre, alors, par contre, il faudrait remplacer soit Verratti, soit Rabiot, mais mettre soit un 4-2-3-1, avec donc Di Maria peut-être, Di Maria, Verratti, Di Maria, enfin, je le vois pas à gauche, Di Maria. Alors après, c'est compliqué, même moi, j'ai pas trop d'idées comment le mettre, mais Di Maria, il serait stupide de se le priver, hein. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un joueur qui est vraiment majeur dans le Paris Saint-Germain. Bon, au niveau des flops, je vais remettre mon ami, hein. Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa. Alors, je suis désolé. Alors, je sais que les fans de Kurzawa, vous allez me dire, mais c'est une cavale quand même. Mais déjà, alors, je sais que Nicolas Sarkozy a dit je crois que c'est l'équipe du soir, je crois.
Il a dit ouais, mais maintenant, les latérales gauche, alors Deschamps l'a fait aussi, les latérales gauche sont faits pour défendre. Mais aussi, on oublie souvent qu'ils doivent. Non. Oui, ils attaquent. Oui, ils attaquent. C'est vrai qu'il a. Mais il a centré n'importe comment, Levin Kurzawa. Regarde sur le côté droit avec Meunier. Ça centre mieux. C'est beaucoup plus fluide. Et défensivement, je suis désolé. Levin, c'est pas rassurant. Alors certes, c'est 3. Mais excusez-moi, monsieur le Real, il n'y aura pas du Asensio, il y aura pas du Gareth Bale qui pourrait être arrivé. Si c'est Gareth Bale qui a la place, si Gareth Bale il place une accélération, il faut que Levin Kurzawa suive. Alors tu vas me dire oui, mais à un moment donné, moi je me pose la question, est-ce que Berčić est pas plus fort que Kurzawa là? Alors tu vas me dire oui, mais attends, t'aurais vu le match contre l'OM, franchement il nous a épaté et tout. C'est un bon joueur. Alors c'est peut-être un bon joueur, c'est un bon joueur à Monaco. Il veut partir, je crois qu'il a envie de partir, je crois. Mais je le trouve maladroit, je le trouve pas rassurant défensivement. Offensivement, c'est vraiment un joueur qui ne m'épate pas du tout. Alors oui, on va me dire oui, mais le match contre Lyon, c'est lui qui... Non, oui, c'est vrai qu'il fait des bonnes choses. Mais Kurzawa, c'est un joueur qu'il faut qu'il assure. Franchement, quand tu regardes Kurzawa aujourd'hui, tu sais que c'est 3. Le mec en face de lui, je crois que c'était Benjamin Pelé. En face de lui, il y aura Gareth Bale, il y aura peut-être Asensio, il y aura peut-être Vasquez, il y aura peut-être un joueur qui lui, il y aura peut-être Modric, il y aura peut-être des joueurs qui vont lui poser des problèmes. Il y aura peut-être Benzema qui va s'amuser à être sur son côté, avec Ronaldo qui peut passer tout. Ronaldo qui peut dire ah, tiens, imaginez Zidane, il se dit bon, reste pas sur le côté gauche, tu vas galérer, Cristiano. Va à droite, parce qu'à droite, je vais te dire, tu vas te faire plaisir, hein, tu vas bien rentrer sur le côté droit. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais il peut devoir repiquer dans l'axe, tout ça. Oui, mais ça, on s'en fout. Ronaldo reste Ronaldo. Hein. S'il le fait bouger dans tous les sens et qu'il arrive à le chong chong chong, ça va aller. Hein. 2 fois, Kurzawa, il va prendre le bouillon. Hein. Donc, je pense qu'il faut que Levin Kurzawa travaille défensivement, parce que c'est pas non plus rassurant, et surtout qu'il, offensivement, aujourd'hui, ce soir, c'était nul. C'était pas terrible. Voilà. Et alors, numéro 2, Souk, notre Zlatan coréen. Hein, parce qu'il est surtout coréen et pas trop Zlatan. Ouais, parce que les Coréens, ils ont pas grand monde. Hein. Ils ont eu Park Jun-soon à un moment donné en 2004, mais Cho Yun Park, un truc comme ça aussi. Mais Souk, c'est Souk. Il a pas mis le Souk dans l'équipe. Non, plus sérieusement, il a pas fait un grand match. Bon, après, tu me diras, l'équipe. Après, on va quand même lui donner une petite circonstance atténuante. L'équipe troyenne, elle n'a pas beaucoup dominé, donc forcément, c'était compliqué de lui donner des ballons. Donc forcément, Souk, la deuxième, c'est un peu logique. Et enfin, le premier, c'est Obiang. Parce que j'ai parlé de Cristiano Ronaldo ou de Kurzawa. L'autre côté, c'était pas mieux. Hein. Di Maria, il a fait ce qu'il veut. Thomas Meunier a fait ce qu'il veut. Franchement, Obiang, il a pris l'eau toute part. Hein. Donc, qu'on soit clair là-dessus. C'est une... voilà, pour moi, c'est le flop 1, parce que quand tu vois les difficultés qu'il a eu, forcément c'est le premier. Flop 1, bien évidemment, notre cher Obiang. Alors, comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui? Bonjour à vous. Non, plus sérieusement, donc voilà, c'est fini pour le focus entre Troyes et le Paris Saint-Germain. Alors, il n'est pas dit que je vous fasse pas des focus entre temps. Alors, s'il n'y a pas de focus, vous savez, un PSG Real, ça sera mardi. Je peux pas vous dire si je le ferai mardi soir ou je le ferai mercredi, qu'on soit clair là-dessus. Parce que ça dépendra de l'emploi du temps, ça dépendra si j'ai le temps de tout faire, s'il y a les prolongations, s'il y a toutes ces choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, vous aurez votre débriefing. Je préfère aussi peut-être des fois le faire à froid, de manière à ce que je puisse vraiment vous expliquer ce que j'ai voulu dire. Donc il y aura sans doute un focus qui va avoir lieu. Alors il sera diffusé, je pense, au courant de l'après-midi du mercredi. Mais voilà, voilà un petit peu. Donc PSG Real, soit c'est mardi soir, mais n'y croyez pas trop non plus. Mais ça devrait être soit le mercredi. Sinon, pour le focus, peut-être vous mettre Marseille-Nantes, mais j'y crois pas trop non plus. Hein, je pense que voilà. Peut-être vous mettre un City. Alors, ça sera peut-être City-Chelsea. Hein, même si à 17h, il va peut-être avoir un truc. Mais voilà, je vous tiens au courant. Moi, je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de soirée. Portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et bien évidemment, je vous retrouve très vite
pour un nouvel épisode sur Geek and Sport, notre chère Ligue 1 qui ne s'arrête jamais, Ligue des Champions, etc., etc. Pour information, je finis, il n'y aura pas d'avant-match contre PSG et Real parce que, qu'on soit clair là-dessus, j'en avais fait un il y a 2 semaines, vous n'avez pas trop suivi, donc j'en fais pas. Je vous ferai un débriefing, ce sera plus simple. Allez, bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao tout le monde!